Le président de la République a reçu aujourd'hui les conclusions des travaux des membres du gouvernement sur l'école, travaux consacrés notamment à la scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. Nous irons à l'Assemblée nationale où la loi sur le Code du travail a été adoptée ce lundi. Il a été présenté par le ministre d'État Moussa Dosso devant les députés de la Commission des affaires sociales et culturelles. Les musulmans célèbrent aujourd'hui la nuit du destin. L'événement célébré dans le monde sera aussi marqué en Côte d'Ivoire. Et la zone euro a décidé à l'unanimité d'entamer des négociations en vue d'accorder un troisième plan d'aide à la Grèce qui risquait une sortie de l'Union monétaire. Bonsoir à tous et merci de regarder le journal de RTI 1. Commençons tout de suite par la présidence de la République. Le chef de l'État a reçu ce matin les conclusions des travaux des séminaires gouvernementaux sur l'école. Des stratégies pour des réformes ont été définies et le chef de l'État encourage le gouvernement à mettre tout en œuvre pour mettre fin aux échecs scolaires. On en sait plus avec Jérôme Koufi Aboulin. Ce document reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, comportant des recommandations du gouvernement sur l'école, a été conçu au terme de 2 séminaires gouvernementaux. Le premier séminaire, tenu le 1er avril 2015, est relatif à la mise en œuvre du projet école obligatoire en ce qui concerne les enfants âgés de 6 à 16 ans. Et le second, consacré à l'éducation-formation, organisé le 19 juin 2015. En donnant lecture des conclusions des travaux, le porte-parole du gouvernement a mis l'accent sur l'un des objectifs majeurs qui est l'état des lieux de l'éducation dans notre pays. L'objectif était pour le gouvernement de faire un état des lieux du secteur de l'éducation nationale, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, ainsi que de l'enseignement supérieur, en vue de définir les stratégies les plus adaptées et de déterminer les ressources à mobiliser pour l'opérationnalisation de cet important projet. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, l'école est un défi face auquel le gouvernement est toujours déterminé. La scolarisation obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans dès la rentrée scolaire prochaine est un défi de taille. Mais nous sommes convaincus que sous votre haute égide et votre conduite éclairée, le gouvernement relèvera cet autre défi pour le plus grand bonheur des enfants, des jeunes et partant des familles de notre pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa part, a affirmé qu'avec le projet École obligatoire pour tous, il entend donner à tous les enfants de la Côte d'Ivoire le droit à l'éducation et à une formation de qualité. Tous les sujets liés à la santé, à l'éducation, à la formation, à l'avenir et au bien-être de nos enfants et de nos jeunes me sont particulièrement chers. J'attache du prix à l'éducation, car elle est non seulement la meilleure boussole pour la vie de nos enfants, mais aussi le socle du développement de notre pays. C'est pourquoi le projet école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, dénommé politique de scolarisation obligatoire, constitue l'une de nos grandes ambitions. Je veux donner à toutes les filles et à tous les fils de notre pays le droit à une éducation, à une formation de qualité qui leur permette d'acquérir des connaissances et des compétences fondamentales. Ainsi, nos enfants pourront devenir des citoyens modèles et participer pleinement à la vie de leur famille et de la nation. Pour le président Alassane Ouattara, un tel projet ne peut être garanti que si les familles s'y associent pleinement. Et le chef de l'État d'exhorter l'ensemble des membres du gouvernement à se l'approprier. Puis il a annoncé l'organisation dans les prochains mois d'un grand débat national sous la forme d'états généraux de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle.
Je vous livre à présent ce télégramme officiel du président de la République adressé à son Excellence Monsieur François Hollande, président de la République française, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays. Il m'est particulièrement agréable d'adresser à votre Excellence au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations. Il me plaît de saisir cette heureuse circonstance pour former des vœux de santé et de bonheur pour votre Excellence, de concorde et de paix pour le peuple ami français. Je demeure persuadé que sous notre commune impulsion, les relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux nations se renforceront chaque jour davantage pour le bonheur mutuel de nos populations ainsi que pour l'avènement d'un monde épris de justice, de paix et de liberté. C'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et ce matin, on a donc suivi le séminaire gouvernemental et justement avant ce séminaire, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a accordé une audience au groupe américain Brandt. Ce groupe entend se positionner sur le marché africain en utilisant la Côte d'Ivoire comme porte d'entrée. Le groupe Brandt bénéficie d'une très forte notoriété auprès des consommateurs européens et son leitmotiv, accompagner les consommateurs tout au long de leur vie en leur proposant des produits innovants, utiles et pertinent. Voilà, nous partons maintenant à l'Assemblée nationale où la loi sur le code du travail a été adoptée aujourd'hui. Il a été présenté aux députés de la Commission des affaires sociales et culturelles par le ministre d'État Moussa Dosso. Et la nouvelle loi, sachez-le, permettra notamment d'améliorer l'employabilité des jeunes et les personnes en situation de handicap. Reportage signé Michel Digré. La nouvelle loi portant code du travail fera certainement bouger les lignes dans les rapports souvent tendus entre gouvernement, employeurs et travailleurs. Et pour cause, les différentes parties prenantes ont été impliquées dans l'élaboration du texte présenté par le ministre Moussa Dosso. Le projet de loi proposé au terme d'un processus consultatif des mandants tripartites, gouvernement, employeurs et travailleurs, permettra entre autres d'améliorer l'employabilité des jeunes, de résoudre la question de la validation des diplômes, de lutter contre la précarité de l'emploi, de promouvoir la liberté syndicale et de réglementer l'activité syndicale, d'améliorer les conditions de vie et de travail des salariés. Des réformes qui rencontrent l'assentiment des travailleurs. C'est d'abord un sentiment de grande satisfaction. Savoir que nous avons pu faire des propositions qui nous amènent à améliorer le texte que nous avions en 1995. Les besoins et les notes étaient très nombreux. Et il était donc pour nous utile que nous ayons possibilité de trouver une loi qui soit consensuelle et qui permette déjà aux employeurs de répondre favorablement à l'ensemble de nos attentes et à nos espérances. Aujourd'hui, il y a le renforcement du dispositif de protection des travailleurs par un meilleur regard qui est porté sur l'exercice du droit syndical. Il a évolué dans le dispositif de protection des travailleurs en difficulté. Je parle des handicapés, je parle de la femme enceinte au travail. Le front social ces dernières années a été marqué par d'incessantes revendications et de nombreuses grèves découlant de la précarisation de l'emploi. Cet environnement s'est révélé être un vecteur de crise sociale et un frein à divers objectifs de productivité des entreprises. Face à cette situation, le gouvernement a initié plusieurs activités et rencontres à l'effet de réexaminer les dispositions du Code du travail et de proposer une nouvelle législation. Cette nuit, les fidèles musulmans prendront d'assaut les mosquées et autres lieux de prière pour implorer la clémence de Dieu. C'est la nuit donc du destin qui équivaut à 1000 mois d'adoration. Et comme les autres musulmans dans le monde, ceux de Côte d'Ivoire bien sûr, sacrifieront à la tradition. Explication avec Ami Sissoko. Cette nuit, les fidèles musulmans prendront d'assaut les mosquées et autres lieux de prière pour célébrer la nuit du destin, Laylatul Qadr, après 26 jours de jeûne. C'est au cours de cette nuit qu'Allah va décider du sort de ses fidèles. Une nuit qui vaut à elle seule 1000 mois d'adoration d'Allah, une nuit consacrée à la prière. Cette nuit-là, en principe, doit être consacrée à la prière. Elle doit être consacrée à l'invocation.
elle doit être consacrée aux supplications. Donc ce n'est pas une nuit où on doit passer le temps à écouter les prêches. Non, non, non. C'est une nuit d'exercice spirituel. C'est une nuit où l'homme doit s'adresser à son Seigneur. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu va décider pour toi. Et chacun souhaite le meilleur pour lui-même. Et la meilleure façon d'avoir le meilleur, c'est de forcer le destin. Forcer le destin, c'est quoi? C'est de faire le droit. C'est de demander à Dieu, Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas décider pour moi cette nuit. Mais je souhaite que ce que tu vas décider pour moi soit meilleur. C'est dans les invocations que tu le diras. Mais si tu te tais, tu ne dis rien. Ce que Dieu va décider, tu vas subir. La nuit du destin, c'est aussi la nuit de la révélation et de la descente du Saint-Coran, le livre saint de l'islam. Après cette célébration de Laylatul Qadr, il reste peu de jours pour achever le mois de Ramadan, puis ce sera la fête de l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture qui met fin au mois du jeûne. Et demain mardi sera donc déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire. La couverture maladie universelle expliquée aux entreprises basées en Côte d'Ivoire par le responsable de la Caisse nationale d'assurance. L'initiative est de la Chambre de commerce européenne et son objectif est d'amener toutes ces entreprises à se faire enrôler. Angeno Acré, Serge Colia pour les explications. Politique de sécurité sociale chère au chef de l'État, la couverture maladie universelle vise à améliorer l'offre de santé en permettant aux populations ivoiriennes de se soigner à moindre coût. Dans le cadre de sa mise en œuvre, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie multiplie les campagnes d'explication et de sensibilisation. Au cours de ce petit déjeuner de débat, les organisations membres de la Chambre de commerce européenne ont été instruites sur le principe de base. Les différents membres de cette organisation ont voulu savoir la CMU c'est quoi. Ils nous ont posé la question pour dire qu'il y en a qui sont déjà assurés. Bon, peut-être la CMU n'aura pas d'importance pour eux. Je leur ai dit non, la CMU c'est l'assurance de base qui est obligatoire. Donc l'assurance dont vous bénéficiez aujourd'hui, celle-là est complémentaire. Et donc l'assurance obligatoire repose sur la solidarité nationale qui est une exigence pour tout citoyen. 130 entreprises basées en Côte d'Ivoire sont membres de la Chambre de commerce européenne. La couverture maladie universelle intéresse au plus haut point ces chefs d'entreprise qui emploient des milliers de travailleurs ivoiriens. Nous travaillons dans notre Chambre de commerce européenne avec un certain nombre de commissions dans lesquelles s'effectuent toutes les réflexions économiques et sociales intéressant les adhérents. La CNAM, c'est aujourd'hui un point de passage obligé dans le processus d'émergence de la Côte d'Ivoire. Le droit à la santé, c'est quelque chose d'essentiel. Tous les grands pays occidentaux y sont passés. Projet ambitieux du gouvernement ivoirien, la couverture maladie universelle permettra à terme de prendre en compte les besoins en matière de santé de l'ensemble de la population. À ce jour, 120 000 personnes y ont adhéré en se faisant enrôler. Le CPC a fait son bilan. Le Centre de promotion et d'investissement Côte d'Ivoire a fait un bilan à mi-parcours et on enregistre la création de 76 entreprises pour un investissement de 175 milliards de francs CFA. On en sait plus avec Lansina Bakayoko et Konepa Gassoro. Cette hausse des investissements privés s'explique en partie par le dynamisme retrouvé de l'activité économique, mais aussi par le succès des réformes mises en œuvre par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC. Nous avons prévu cette année de mobiliser 500 milliards d'investissements et nous sommes déjà à 175 milliards. Nous avons à peu près 200 milliards qui sont réalisés, qui sont en cours d'études. Et ça nous donne le fort espoir que l'objectif 2015 sera atteint. La vague de création d'entreprises touche la quasi-totalité des secteurs d'activité. Les prestations de services sont de loin le secteur le plus dynamique. Les créations y ont bondi de 45% et sont concentrées dans le tourisme, le ramassage d'ordures, l'entretien des équipements industriels. Le commerce et les BTP, eux, ont progressé de 40%. Mais les secteurs tels la téléphonie, la céramique, l'hôtellerie occupe également une place honorable. Les investissements directs étrangers continuent de s'étayer la part du lion. Une tendance que la jeunesse ivoirienne doit inverser. Ces responsabilités qu'elle doit prendre, c'est parti par l'entrepreneuriat. Ce n'est plus d'aller faire un gel honneur, ce n'est plus d'aller chercher être en quête d'emploi jour et nuit. C'est d'être entrepreneur, pas homme d'affaires, mais entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui a son idée, qui nourrit son idée, qui la vend, qui traverse des crises
mais qui a un objectif d'arriver à pouvoir créer son business et prospérer. En attendant, le CPCI poursuit ses réformes destinées à lever tous les obstacles à la création d'entreprises. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme veut mettre fin aux constructions anarchiques dans le district d'Abidjan. Mais comment y arriver? Le ministère vient d'initier justement une rencontre avec les chefs d'antenne de la brigade d'investigation et de contrôle urbain ainsi que les responsables de mairie. Ces dernières années, l'on a assisté à de nombreux écroulements de maisons et d'immeubles. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme entend mettre un terme à cette situation qui endeuille des familles chaque année. Le ministère initie donc un atelier de renforcement des capacités des responsables de mairie et des chefs d'antenne de la brigade d'investigation et de contrôle urbain. Brigade chargée du contrôle de la régularité de la construction en matière d'urbanisme et du permis de construire. Ces antennes ont un rôle essentiel. Il s'agit de suivre le respect des normes d'urbanisme, des normes de construction qui sont édictées dans les documents du permis de construire. Ceux qui ne les respectent pas, ces chefs d'antenne sont chargés de faire la police pour relever les anomalies, en cas de besoin même, aller jusqu'à la démolition. À Tikoubé, où chaque année, à moins de pluie, il y a des morts. Donc cet atelier est bienvenu pour que la brigade fasse un travail dans nos communes. En vue de veiller au strict respect des normes de construction, le ministre Mamadou Sanogo a offert une vingtaine de motos et un véhicule de type 4x4 à la brigade d'investigation et de contrôle urbain présente dans les différentes communes du district d'Abidjan. Ces moyens de mobilité sont salués par les chefs d'antenne de la brigade. On nous a donné quelques moyens, on va essayer de faire ce qu'on peut avec. Et puis on espère bien que dans la suite des événements, on aura beaucoup plus de moyens pour que la vie d'Abidjan soit un cadre de vie agréable. En plus des moyens de mobilité, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a procédé à un recrutement en vue de renforcer le nombre d'agents de la brigade d'investigation et de contrôle urbain dans le district d'Abidjan. Une brigade constituée d'une centaine d'éléments, tous des civils. On en arrive au grand format et aujourd'hui, nous nous intéressons à la rétrocession des sites illégalement occupés et le comité affiche 50% de réalisation. Le comité, composé de 10 membres, travaille depuis 2 ans. Il a reçu à ce jour plus de 1200 dossiers et la moitié a déjà été résolue. Voyons comment cela a été possible dans ce grand format proposé par le service politique de la rédaction et signé ce soir, Hamza Diaby. Thérèse Kofi vient de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Elle se rend ce lundi dans les locaux du comité chargé de la libération des sites publics et privés illégalement occupés, 6 à Cocody de Plateau. Propriétaire d'un terrain nu au quartier Konankan-Kro de Bouaké, Thérèse Kofi s'est vue dépossédée de son bien pendant la crise post-électorale de 2010. Un inconnu occupe désormais les lieux. Je suis partie voir le comité à Bouaké et on a commencé à traiter le dossier. Je suis venue à Abidjan pour voir le responsable parce que jusque-là, pour moi, je n'ai pas encore eu gain de cause. Thérèse Kofi aura gain de cause. Elle a frappé à la bonne porte, d'après le colonel-major Eoussouaka, coordonnateur du comité. Il y a 2 ossatures. Il y a les experts et puis il y a la partie militaire. La partie militaire, c'est pour le côté militaire. Maintenant, quand nous avons une requête, nous la soumettons à ceux qui sont compétents en la matière et c'est cette commission-là, ces experts-là qui tranchent pour nous. Mais nous avons 2 modes d'exercice. Soit nous analysons nous-mêmes en interne les dossiers, soit nous avons des requêtes qui ont été déjà constatées par la justice et en ce moment, nous accélérons le processus en mettant les hommes à la disposition pour faire appliquer la décision de justice. Écoles, hôtels, résidences privées, les sites occupés sont de tout type et tout le pays est concerné par l'opération de restitution. Les 2 maisons de Kwadio-Fodio ont été occupées de force par 2 individus. Grâce aux actions du comité, un pas a été franchi. On m'a dit d'aller au tribunal militaire. Je suis allé là-bas. Le tribunal militaire m'a envoyé dans la cellule qui s'occupe des déguerpissements. Donc quand je suis venu, j'ai vu le colonel-major
Il m'a donné une convocation, je suis allé leur donner. Bon, il y a un qui est venu, l'autre n'est pas venu. Maintenant, dernièrement, ils sont partis, arrivés là-bas, il ne les a pas trouvés. Donc quand leur camarade leur a dit que le comité est allé à la maison là-bas, ils ont disparu de la circulation. L'autre a remis la clé à son frère, il est venu me remettre la clé. Mais c'est le second, cher, on ne le retrouve pas pour le moment. Aoulia Patrice, lui aussi, a retrouvé le sourire. Son terrain nu de 600 mètres carrés, illégalement occupé depuis 30 ans, lui revient aujourd'hui. De notre côté, on les a donné plein de convocations. Il y avait des chefs au niveau du site, tout ça. Mais ça n'a pas eu d'effet. Il a failli la série spéciale pour pouvoir nous aider à pouvoir les faire partir. Voilà 2 ans que le comité pour la libération des sites publics et privés illégalement occupés a vu le jour. En 2 années, il a reçu 1210 dossiers de sites occupés. 587 ont été libérés, soit 49%. 185 sont en cours de traitement et 438 en attente. L'opération est gratuite. Cette résidence appartient à M. Tekpo William. Elle était occupée par des jeunes gens qui s'élèvent à toutes sortes d'activités ici. Et elle a été libérée le 13-12-2013 et a été remise à son propriétaire, c'est-à-dire M. Tekpo. Professeur Tekpo Williams envisage la réhabilitation de son domicile pour très bientôt. D'ici là, une partie de sa famille y habite. L'état de la maison, bon, tout était vide, les vitres étaient parties, il n'y avait pas d'électricité, ni de courant. Bon, nous on fait un peu notre effort pour pouvoir survivre ici. Sinon, en tout cas, il n'y a rien. Ils sont partis avec tout. Ils sont partis avec le compteur d'eau, le compteur de courant, les fils d'électricité. En tout cas, tout ce qui était utilisable, ils ont tout pris. À quelques encablures de là, une autre résidence, celle de Marcel Gossio, l'ancien directeur général du port autonome d'Abidjan. Occupé illégalement depuis la fin de la crise post-électorale, le site est libéré et rétrocédé à son propriétaire depuis le 2 juin 2014. La maison du colonel Tanoata aussi a été occupée. Comme à chaque fois qu'il y met les pieds depuis la libération du site, l'officier de la gendarmerie à la retraite a du mal à accepter la réalité. Mais ça fait mal de voir sa maison dans cet état. Vous avez construit votre maison à la suite de votre front tout le long d'années de service et puis brutalement vous retrouvez ça comme ça fait mal. Sa maison est certes aujourd'hui dans un mauvais état, mais le colonel Atta tient à saluer les autorités ivoiriennes pour lui avoir permis de la récupérer. Pour ce qui est de la réhabilitation, il attend d'en avoir les moyens. Pour le moment, je n'ai rien encore entrepris. J'attends d'avoir quelques moyens pour entamer. Et puis bon, la suite on verra. Le colonel-major Eoussouaka le précise, la réhabilitation des biens rétrocédés n'est pas du ressort du comité qu'il dirige. L'indemnisation des victimes en Côte d'Ivoire, c'est l'affaire de la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, créée par ordonnance présidentielle le 24 mars dernier. Son organe d'exécution est le PNCS, le Programme national de cohésion sociale. Le comité pour la libération des sites, lui, est toujours à pied d'œuvre, même s'il a été créé initialement pour ne durer que 2 ans. Selon le colonel-major Eoussouaka, la mission se poursuivra jusqu'à la libération du tout dernier site illégalement occupé. Et avec des moyens supplémentaires de mobilité, cette mission ne sera que bien menée. Voilà, c'était le grand format proposé par le service politique et actualité internationale de la rédaction. À présent, ce communiqué du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le gouvernement ivoirien informe la population qu'avec la fin de la mission de l'ADDR le 30 juin 2015, tout individu en tenue non armée de façon illicite s'exposera à des poursuites judiciaires. Par conséquent, le recours à des personnes en armes non autorisées pour des missions de surveillance de commerce, d'édifices, de biens, d'espaces publics ou privés ou pour des services quelconques est interdit. Le 22 juillet prochain, le président de la République, Alassane Ouattara, va entamer sa visite d'État dans le district du Woroba et les populations s'activent pour les préparatifs. Leurs préoccupations, elles comptent bien sûr les exposer au chef de l'État. À Séguéla, par exemple, elles se sont exprimées au micro de notre reporter Abou Sanogo. Séguéla, chef-lieu de la région du Woroba au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, prépare activement l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara qui entame à partir du 22 juillet. Ce jusqu'au 26 juillet une visite d'État dans le district. Une visite très attendue par les populations de Séguéla. Du président de la République
à Séguéla nous réjouit vraiment. Bon, je ne sais pas, le mot me manque. Qu'est-ce que nous allons faire pour l'accueillir? Pour nous, c'est un accueil passionnel. Parce que nous avons une très grande passion pour le président, puisqu'il nous a tout donné dans le Worodu. Je pense qu'au niveau de la mobilisation, vous allez voir, il n'y a pas de chiffres à donner. Ce sera extraordinaire, jamais vu en Côte d'Ivoire. Mais les attentes de ces populations sont nombreuses et variées. Il y a beaucoup d'infrastructures qui manquent. Et puis, il n'y a pas assez d'entreprises, de grandes entreprises pour vraiment donner l'animation dans la ville. Nous voulons qu'ils nous aident beaucoup. Parce qu'à Séguéla, vraiment, on a manque de société et puis de travail. Donc, on veut qu'ils puissent envoyer des entreprises pour que nos parents, nos frères puissent se débrouiller. Parce que aussi, ici, on est trop au chômage. Il n'y a pas de travail, puis ça ne va pas. En tout cas, la ville de Séguéla, il y a courant partout. Les Worodu, les petits villages, ils n'ont pas de courant. Et puis, il y a problème de l'eau. Voilà, le président, vraiment, c'est ça qu'on entend. Nous, les femmes, on fait le commerce. Ici, on n'a pas de point pour prendre crédit ici. Donc, il n'a qu'à nous aider. Dans le temps, il y avait la CIDT qui fonctionnait. Bon, à cause de la crise, cette usine a fermé. Bon, ça fait qu'il y a trop de jeunes qui n'ont pas de travail. Donc, s'il peut rouvrir cette usine-là, ça nous fera beaucoup plaisir. Les jeunes sont en chômage. On peut dire les jeunes, vraiment pour travailler. Là, ça peut diminuer beaucoup de choses. Et puis, on voit l'évolution pour la ville. Usine, ça soit à Nakal, ou bien usine de coton, de nous faire des faveurs aussi. Dans tous les cas, les populations attendent beaucoup de cette visite d'État. Pour elles, le président de la République, Alassane Ouattara, aura l'occasion de toucher du doigt les réalités qu'elles vivent et d'apporter des réponses à leurs préoccupations. Rendons-nous à Daoukro où le Parti démocratique de Côte d'Ivoire fait sa rentrée politique. Explication avec nos confrères de RTI Boaké. Le centre culturel de Daoukro s'est avéré exigu pour abriter la rentrée politique de la section 3 du PDCI RDA. Une section célèbre avec comme membre le président de ce parti, Aimé Henri Konan Bédié, père de l'appel historique de Daoukro. Plusieurs intervenants ont demandé aux militants de travailler pour la réélection du candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Un vœu cher au président Aimé Henri Konan Bédié. Pour le premier responsable de la section 3, cela est un impératif. Le message lancé, tous les jeunes doivent envahir toutes les contrées. Les jeunes doivent envahir tous les hameaux pour aller vendre le produit Ouattara qui est bien vendable parce que les preuves sont là. Depuis que le président Ouattara est là, c'est le chantier qui foisonne la Côte d'Ivoire. Plusieurs invités abondent dans le même sens. Mon message a été un appel en direction de M. Charles Konan Banny et de l'honorable Kwadjo Konan Bétin pour qu'ils reviennent à la maison. L'œuvre d'Oufoué-Boahi se trouve, n'est-ce pas, dans le bassin du RHDP. Au terme de cette rentrée politique, Olivier Akoto a remis à plusieurs associations du matériel agricole, comme pour dire que l'agriculture est au cœur des actions de développement du candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Le président de l'Union démocratique et citoyenne UDC a effectué une tournée dans le département de Mbato. Il a animé plusieurs meetings. Melek Théodore appelle les Ivoiriens au changement pour la paix en Côte d'Ivoire. Melek Théodore dans le département de Mbato. Pendant 3 jours, le président de l'UDC et sa délégation ont sillonné des sous-préfectures du département afin d'expliquer les fondements de son parti qui sont Dieu, la nation et le citoyen. Première étape de cette tournée, à Ounan, à 1,5 km de Mbato, Melek Théodore a appelé les populations à la réconciliation, la paix et aussi au changement de comportement. Je crois que nous devons commencer d'abord par aller serrer la main aux gens à qui nous ne parlons pas, aller nous réconcilier avec les autres, recommencer à faire des affaires avec les autres, fréquenter les autres, pour que le pays devienne comme avant. Vous voyez, un enfant comme ça. Depuis il est né, on est en train de faire palabre. Il a déjà 15 ans. Dans 5 ans, il va avoir 20 ans. À quel moment notre palabre là va finir pour qu'on puisse s'occuper
de lui. Pendant les étapes d'Angbano et de Tiemelekro, le message n'a pas varié. Le président de l'UDESI a invité les populations au pacte fraternel, c'est-à-dire de reconstruire ensemble la Côte d'Ivoire nouvelle en se donnant la main. Il a aussi profité de cette tournée pour honorer Florent Tano, un fils de la région, de la cravate des pionniers de l'UDESI, pour son livre « Mémoire du parti ». Ce lundi s'est ouverte à Abidjan une réunion consultative de l'Union africaine pour la promotion de la ratification de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance. Les experts venus des pays membres vont examiner jusqu'à mercredi les rapports des États et le rôle des acteurs nationaux dans la mise en œuvre de la Charte dans les États africains. Et le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO est tombé aujourd'hui. La Cour sous-régionale a invalidé le nouveau code électoral burkinabé adopté le 7 avril dernier par le Conseil national de transition. Et selon la Cour, ce nouveau code est contraire aux dispositions des traités internationaux que le Burkina Faso a ratifiés. La Cour a donc donné raison au soutien de l'ancien président en estimant qu'il n'avait pas à être exclu des prochains scrutins présidentiels et législatifs. Et la zone euro a décidé à l'unanimité d'entamer des négociations en vue d'accorder un troisième plan d'aide à la Grèce qui risquait une sortie de l'union monétaire. Notez que c'est après d'intenses négociations que le pays est parvenu à arracher ce nouveau programme d'aide aux pays de la zone euro en échange de douloureuses réformes. Et on rappelle au niveau national que le président de la République a reçu aujourd'hui les conclusions des travaux des membres du gouvernement sur l'école, travaux consacrés notamment à la scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans et à l'éducation-formation. Le chef de l'État encourage le gouvernement à mettre tout en œuvre pour mettre fin aux échecs scolaires. Et notez que l'intégralité de l'intervention du président de la République à cette cérémonie vous sera proposée juste après ce journal. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. Demain 20h, retrouvez Ali Diarasouba.